Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour un Top Rugby spécial. En effet, nous allons passer une heure avec Christophe Urios. Il est là sur ce plateau. Merci beaucoup Christophe Urios. Vous avez choisi TV7 et Sud-Ouest pour faire cette sorte de bilan à la mi-saison. Et puis aussi, c'est important également pour garder contact avec les supporters. Derrière, vous allez voir, il y aura des messages, il y aura des questions des supporters parce que forcément, ce public vous manque. On aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants. Et puis avec moi sur ce plateau, il y a bien évidemment Mathieu Dalzovo que vous retrouvez tous les lundis pour Top Rugby. Et puis également pour des questions de sanitaires, Yoann Lesoriès, il est là aussi, journaliste à Sud-Ouest qui suit notamment bien sûr l'UBB et qui également participera à cette émission. Donc dans un instant, on va parler public, on va parler supporters, c'est important. Mais d'abord, parlons rugby et actu rugby. Oui, on va commencer par l'actu et rapidement avec le match de l'équipe de France qui a fait une belle entame dans le tournoi destination avec une victoire 50-10 en Italie, sans revenir forcément sur le résultat des Bleus. Un mot sur la performance de notre ouvreur Mathieu Jalibert. Moi, j'ai trouvé que l'équipe de France était à la continuité de ce qu'ils ont fait à l'automne. Une équipe sérieuse, propre, appliquée. Voilà, donc c'est bien parce que sur des matchs reprises, c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc je trouve que Mathieu a été à la hauteur du match, c'est-à-dire que je l'ai trouvé sobre, plutôt juste sur son jeu au pied, plutôt juste ses qualités de passe. Il a eu une ou deux situations, il les a prises, il a été très efficace sur son jeu au pied. Donc Mathieu, un peu à l'image de l'équipe, il a fait une bonne entrée dans son tournoi en étant respectueux des bases de notre jeu. Et puis ensuite, voilà, ça va monter crescendo, notamment avec ce prochain match, quoi. Notre info aussi, on balaye un peu l'actu rugby de ces derniers jours, c'est la reprogrammation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements cette saison en top 14, la reprogrammation donc, des matchs sur Canal+, donc fini les matchs le dimanche. Est-ce que déjà pour vous en termes d'organisation dans les semaines, c'est une bonne nouvelle? En tout cas, il y a plus de visibilité pour la suite. Ouais, après... Bon, c'est une année où le mot d'ordre c'est adaptation, donc on est surpris de rien maintenant. Donc voilà, après bon, ça fait partie des choses qu'on a complètement intégrées. Alors après, effectivement, le fait d'avoir que 2 jours de programmation fait que c'est plus facile pour anticiper. Là, on était sur 3, vendredi ou samedi ou dimanche, c'est pas toujours évident. Ou lundi même, puisque vous avez joué un lundi d'ailleurs. Il faut quand même jouer même le lundi, comme les universitaires. Donc voilà, donc bon... C'est des choses sur lesquelles je n'attache pas beaucoup d'importance. Ça va certainement faciliter notre programmation. Mais bon, voilà, c'était bien aussi jouer le dimanche soir quand même. À 21h, oui, c'était bien aussi pour le déplacement. Ouais, c'était bien. Ouais. Pour le rugby. Pour le rugby, oui, c'est vrai. Le dimanche soir du rugby, c'est bien. D'ailleurs, information, puisque avec la reprogrammation, il y a eu un petit changement sur les horaires des prochains matchs de l'Union Bordeaux-Bègles. Le Stade Français à Chaban, samedi, ce sera à 14h45. Et puis le déplacement à Brive, la semaine suivante, ce sera 17h45 pour le coup d'envoi. Allez, encore une question d'actu avant de parler donc, du public et des supporters qui sont avec nous grâce aussi au compte Twitter #Top Rugby. Yoann Lesoriès, une question sur un prêt. Oui, on a appris aujourd'hui donc le pilier Zakaria El Fakir qui a été très peu utilisé depuis son arrivée à l'UBB l'an dernier. Donc pour un prêt jusqu'à la fin de la saison du côté du SU à Agen. Pourquoi ce choix, Christophe? Est-ce que ça veut dire que vous ne comptez pas sur le joueur jusqu'à la fin de la saison? Et est-ce que vous pouvez nous donner une petite précision sur son contrat, jusqu'à quand court-il le contrat de Zakaria El Fakir à l'UBB? C'est assez simple, c'est assez simple et en même temps c'est pas simple parfois à comprendre. C'est l'évolution de notre sport et notamment du professionnalisme. Donc aujourd'hui effectivement Zaki jouait pas beaucoup, c'était un joueur qui est arrivé de Béziers, qui a passé une année l'année dernière, qui était vraiment dans une phase de préparation. Cette année je pensais qu'on l'aurait davantage utilisé, notamment sur le poste de pilier gauche. Il se trouve que c'est pas facile. On est très équipé sur les postes de pilier. Il était, il était pas. C'est difficile pour lui. Là. Il est rentré dans quelques matchs, mais sans jamais pouvoir s'imposer réellement parce que je considérais que devant lui il y avait des joueurs avec plus d'expérience. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident pour un gamin. Il fallait qu'il joue. Donc voilà, donc quand on a eu la solution du prêt d'Agen, j'en ai parlé avec lui. C'est une situation qu'on a partagée. Donc voilà, donc il était
il était évidemment partie prenante de ce prêt à Agen. Ça va lui permettre de bien terminer la saison et surtout d'avoir du temps de jeu, quoi. Christophe Furios. Est-ce qu'il est toujours sous contrat à l'UBB la saison prochaine? Non, il est plus sous contrat l'année prochaine. Christophe Furios, vous, ainsi que l'ensemble de l'équipe, vous revenez de vacances. On se souvient que c'était un petit peu un objectif important. Vous faites où? Parce que ça a été long, compliqué. Vous êtes parti en vacances sur 2 magnifiques victoires. Vous avez retrouvé le groupe aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé, cette coupure? Comment vous avez trouvé le groupe là, ce matin? Ouais, effectivement, les vacances, c'était une semaine qu'on attendait depuis un petit moment. D'ailleurs, que depuis le mois d'août, voilà, on ne s'était pas arrêté et que novembre et décembre, c'était dur. Et puis après, on s'est accroché à cette fameuse semaine pour souffler un petit peu. Mais on attendait tellement que finalement, quand on s'est aperçu qu'on était en vacances, on était jeudi presque à l'aube de reprendre. Tu vois, donc, pas simple. Après, j'ai retrouvé le groupe plutôt c'est l'image que j'avais après cette semaine de vacances, quoi. Je trouvais que le groupe était plutôt bien, ils étaient très contents de se revoir, très bruyants ce matin. Donc voilà, ils ont refait de la fraîcheur, ils ont refait de la vie. Voilà, donc on repart pour la deuxième partie de notre saison qui s'annonce excitante et je les sens dans cette dynamique-là, quoi. On va reparler effectivement de la suite de la saison, mais avant, d'autres questions sur le contexte général? Oui, parce qu'on parle évidemment de la fatigue physique, l'enchaînement des matchs, mais il y a peut-être aussi une fatigue mentale, hein, parce qu'avec l'incertitude, on l'a dit, on joue pas, on reporte, il y a aussi une usure psychologique et mentale peut-être pour le groupe, à la fois pour le staff, pour les joueurs, mais peut-être pour les joueurs. Est-ce que vous êtes plus vigilants cette saison à ça? Est-ce qu'il y a une aide de préparateur mental ou... Il est évident que c'est une saison qui est une saison difficile, quoi, hein, difficile pour tout le monde, pour le staff, pour les joueurs, pour l'environnement des joueurs, pour l'environnement du staff. Donc voilà, on sait très bien que chaque semaine on est testé, qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc voilà, mais encore une fois, on apprend à vivre avec. Maintenant, on l'a complètement intégré. Ça a été dur au départ, très très dur au départ, parce que finalement, on se demandait si on allait continuer la saison. Et puis finalement, on se rend compte que maintenant, bon, effectivement, il y a eu quelques reports, mais pas tant que ça quand même. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et finalement, on arrive à avancer. On a fait 2 tiers presque de la saison. Et franchement, quand je repense à ce premier match qu'on devait jouer contre le Stade Français qui a été reporté, à ce moment-là, je ne pensais pas qu'on irait au bout de la saison. Et là, finalement... Voilà, on est capable d'y arriver. Donc, après, il faut rester toujours très, très prudent et faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Là, on sort d'une semaine de vacances, comme tu l'as dit. On a été testé ce soir, on sera retesté mercredi. On est bien d'accord. Vu les circonstances, il faut être très, très costaud pour arriver à produire toutes les semaines un match correct. Pour vous aussi, j'imagine. Il faut être solide, là. Hein. Il faut garder le cap. Voilà, il faut garder le cap. Effectivement, pour le staff, c'est encore autre chose parce que les joueurs ont quand même pas mal de plages de repos, même si c'est contraignant pour eux aussi. Hein. Mais le staff en a beaucoup moins, quoi. Beaucoup moins, donc voilà. Donc il faut, c'est comme ça. De le dire, de le répéter, ça fera pas la saison plus facile. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter de pleurnicher et avancer. Allez, une question de Yoann Lesoriès. Il a levé la main, donc je vois ça, la parole. Bien éduqué au Sud-Ouest. Pour faire suite à cet enchaînement de matchs, ce marathon infernal depuis le début de la saison, vous avez dû faire face à de nombreuses blessures, actuellement toujours sur les lignes de 3 quarts notamment. Alors il y a des blessures, des ruptures de ligaments, ça c'est le coup du sort on va dire, mais d'autres blessures comme quand les ischios sifflent, les adducteurs qui sifflent, est-ce que c'est lié à cet enchaînement infernal depuis? Bon, après, évidemment que l'enchaînement infernal, ça fait tirer les organismes, forcément, quoi. Forcément. Alors après, on n'a pas beaucoup de blessés, nous. Hein. Donc là, aujourd'hui, par exemple, sur le dernier cycle, on avait 8 blessés. C'est assez peu, de par le contexte. Jusqu'à maintenant, on en avait 3, 4. Donc c'est vrai qu'on a eu une pointe là, maintenant, sur cette période décembre-janvier. Probablement lié à l'enchaînement, probablement
quand tu dis que bon, il y a eu des accidents, des accidents, on peut se poser la question aussi si c'est pas aussi des problèmes de vigilance, quoi, de vigilance, de concentration, les joueurs moins prêts, parce que justement on est dans la machine à laver et que ben, à un moment donné, voilà, on est un peu moins vigilant, un peu moins prêt, un peu moins réactif. Moi, je pense que ça a y joué. On a eu des grosses blessures qui sont liées certainement à un état de fatigue générale. Donc voilà, après, les terrains sont grands, les terrains ne sont pas très faciles aujourd'hui, donc les adducteurs tirent, les ischios sifflent. Franchement, encore une fois, je crois qu'il y a pire, quoi. Christophe, vous avez souhaité venir ici aussi pour vous adresser directement aux supporters du Nombre d'Aubègle, au public, aux abonnés. Tout simplement, quel message vous souhaiteriez leur adresser tout de suite? Bah, effectivement, quand on a fait le point avec Seb l'autre fois, je dis comment on peut faire pour faire en sorte de dire à nos supporters, à nos abonnés, mais même à nos partenaires, que finalement il nous manque, quoi. Et c'est la vérité. Alors on n'est pas les seuls, évidemment, tout le monde est dans le même contexte, mais franchement, quand je me rappelle des derniers matchs à Chabat, mais même des premiers, mais surtout des derniers, puisque c'est ceux que j'ai encore vraiment en tête, je pense à Lyon, je pense à Castres, où il y avait 30 ou 25 000 personnes au stade, et que tout d'un coup ça s'est arrêté, qu'on n'arrive pas à avoir personne, qu'on vient au match seul, on n'a même pas nos familles, quand on repart seul, enfin, franchement c'est dur, donc nous, de notre côté, on a tellement envie de partager ces moments où on est en difficulté. On a eu des périodes dans la saison où on a été en difficulté. Après notre Coupe d'Europe, on aurait aimé avoir ce soutien qu'on n'a pas réussi à avoir, de par le contexte. Aujourd'hui, bon, on est un peu mieux et on aimerait aussi le partager. Donc, franchement, les gens nous manquent, quoi. Les gens nous manquent, le supporter nous manque, les gens qui aiment l'UBB nous manquent, quoi, tout simplement. Donc... je ne savais pas comment le partager et j'avais envie de leur dire, quoi, parce qu'on a un groupe de joueurs qui est exceptionnel, franchement, sur l'état d'esprit, sur l'envie de partager. L'année dernière, on avait construit pas mal de choses dans la continuité de ce qui se faisait au club. Voilà, là aujourd'hui, on est obligé de faire différemment. C'est comme ça. Donc, j'espère que ça se réglera assez vite, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas pour demain. Oui, vous avez dit qu'effectivement le public vous manquait. Et bien justement, en même temps que vous parlez, Christophe, on voyait cette fois quelques-uns des messages que les supporters et le public envoient et à vous et à l'ensemble de l'UBB. Donc c'est important de garder ce lien. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ambiance au stade. Bon, écoutez, rien que pour vous, Christophe Furios, tout de suite un tout petit cadeau. Voilà, ça fait chaud au cœur. Là-haut, là, le public, la communion avec ça. Ça vous fait quoi, tiens, de voir tout ça, là? Juste l'arrivée au stade. Quand on arrive aujourd'hui, on arrive par le parking, pas dans le couloir, il n'y a que dalle, il n'y a personne. Il y a les caméras, évidemment, de Canal, il y a les journalistes, mais c'est pas ce qu'on recherche de nous. Ce qu'on recherche, nous, c'est cette émotion, on partage cette émotion. Et voilà, donc, et on ne l'a pas aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à être encore plus fort, parce que parfois, dans un match, on est porté par le public quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a beaucoup de victoires extérieures, il y a beaucoup de... Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à puiser encore plus fort dans la relation entre nos joueurs et le staff pour encore aller plus loin, parce qu'on n'est pas porté, quoi. Oui, rien qu'en voyant ces images, on a tellement l'habitude maintenant, entre guillemets, de voir des stades vides, que ça donne des frissons. Ouais, hein, de voir... c'est vrai. Non, mais c'est... Ouais, j'en ai la chair de poule, quoi, rien que de le regarder, parce que moi, j'aime mon sport et j'aime mon métier pour ça. J'aime le partager parce que, je le dis souvent, il faut que quand les gens viennent au stade, ils viennent partager une émotion. Il faut que les joueurs soient capables de partager cette émotion. Ça dépasse le cadre du rugby, c'est plus que du rugby, c'est autre chose, quoi. Et les gens, quand ils viennent au stade, ils doivent prendre du plaisir. Évidemment, quand l'équipe gagne, évidemment, mais surtout, quand ils voient des mecs qui se battent pour la même chose, qui mouillent le maillot, comme on dit. Et ça me... C'est l'essence même de ce qu'on fait aujourd'hui à l'UBB.
Comment vous faites pour combler ce manque? Parce que l'adrénaline aussi, la pression, la passion plutôt. Et je crois qu'il y a des initiatives qui ont été faites quand même par le club pour garder le lien avec... Ouais, évidemment qu'il y a des initiatives. Notre service de com fait un boulot énorme, notamment en étant en relation en permanence avec nos supporters sous des formes différentes, soit des cartes postales, soit des vidéos. Voilà. Mais bon, ça ne remplace quand même pas... c'est arrivé au stade, comme on a vu tout à l'heure, quand tu marques un essai, quand tu en prends un, se resserrer, il faut l'avoir, voilà, ça remplace pas tout ça. Est-ce que ça veut dire, Christophe Furios, que vous avez changé un petit peu la façon de motiver les troupes avant un match? Est-ce que le fait que ce public-là, c'est quoi qui le remplace pour motiver l'équipe? C'est Christophe Furios, c'est le staff? Comment ça marche? D'abord, on motive pas les gens, quoi. On motive pas les gens, tu les motives pas. On crée une atmosphère qui fait que les gens vont se l'approprier, vont avancer. Ça, c'est important. Hein. Donc, alors après, ce qui est important, évidemment, ce qu'on a décidé entre nous, c'est avoir des mots-clés qui nous permettent de justement, quand on est plutôt bien, d'accélérer, quand on est un peu moins bien, de s'accrocher entre nous. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Par exemple, si je vais reprendre les 2 matchs où on a laissé les points chez nous, que ce soit contre le Racing ou contre l'ASM, je pense que s'il y avait eu du monde au stade et c'était des matchs à 25 ou 30 000 personnes, je pense que les matchs auraient été complètement différents. Pour parler juste du match du Racing, on sortait de 3 gros matchs à l'extérieur, notamment des matchs physiques. On n'avait pas cette ressource, on n'avait pas cette fraîcheur. Je pense que le public nous l'aurait donné, cette fraîcheur, et je pense qu'on aurait eu un match différent de notre part. Alors on va revenir sur le terrain. On a vu en tout cas beaucoup de messages parce que vous voulez rester en lien avec les supporters, mais eux aussi vous leur manquez parce qu'on a vu beaucoup de messages. Et on remercie en tout cas tous les supporters, tout le public et tous les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles d'avoir participé à travers leurs messages à cette émission. On va revenir un peu sur le terrain aussi, remonter un peu le fil. On verra pour la suite de la saison, mais on va remonter un peu le fil de cette saison déjà un peu assez extraordinaire avec déjà ce premier match contre le Stade Français. C'était le match d'ouverture. Ça devait lancer la saison. Match reporté. Est-ce que ça a eu une incidence sur le début de saison qui a été un peu difficile pour l'Union? Est-ce que déjà ce report-là... Oui. Pour nous, il a été terrible parce que il a été terrible pour plein de raisons. La première, c'est qu'on s'était préparé pendant 2 mois ou 3 mois même pour l'intersaison avec ce match en tête. Alors évidemment qu'il y avait eu on sentait bien qu'on pouvait ne pas le jouer ce match. Mais on s'est accroché jusqu'au bout à vouloir jouer ce match. C'était important pour nous de bien lancer la saison, en top 14. Mais surtout, ce qui était important, c'est d'avoir 2 matchs complet avant de jouer la phase finale de Coupe d'Europe. C'est ça qui était important, et je suis convaincu que si on avait joué ce match, probablement que le match contre le Bristol en demi-finale, on aurait eu une autre intensité, et ça nous a mis en difficulté parce qu'on n'a pas joué ce match, ça nous a mis en difficulté parce qu'on a été obligé de le reporter, et ça nous a aussi mis en difficulté de façon très précise sur la Coupe d'Europe. Donc voilà, donc après le match a été reporté, on connaît les raisons, voilà, après on doit s'adapter. C'est vrai que très souvent vous revenez sur ce match à Bristol. Ça a été parce que ça a été un grand match, mais un grand match qu'on a perdu. Donc moi, les grands matchs que l'on perd, c'est pas le but. Voilà. Donc voilà, et puis c'était une demi-finale de Coupe d'Europe, c'était une Coupe d'Europe qu'on voulait gagner, qu'on a l'impression de l'avoir touché du doigt et que finalement ça nous a échappé après prolongation. Voilà, mais en même temps, ce match de Bristol, il est incroyable parce qu'il nous permet aussi de nous construire, quoi. Et si un jour on a le bonheur de continuer à faire des phases finales, ça va nous servir. Il va nous servir ce match. Avec beaucoup d'émotions, évidemment, c'est une demi-finale, il y a la défaite derrière, et puis derrière, vous avez un petit peu de mal à enchaîner, parce qu'il y a ces résultats, notamment le match à Lyon. Bon, on va peut-être pas revenir dessus parce que vous l'avez dit qu'il n'y a pas les choses à garder, mais est-ce que vous en servez aujourd'hui pour me dire, voilà, d'où on vient aussi, on est passé par là, ou est-ce Non, je ne m'en sers pas beaucoup, même si quand on fait les bilans avec les joueurs, évidemment qu'on sait pourquoi on a déconné. Après, vous savez, ce match de Bristol, voilà, on a eu du mal à rebondir. Probablement que moi, je ne l'ai pas bien soldé parce que pour moi, c'était un point de passage. Et c'était pas une fin d'histoire, mais c'était plutôt un démarrage de quelque chose. Et je pense que pour les joueurs, c'était la fin de l'histoire de la Coupe d'Europe et ça a été dur à digérer. Donc, on n'était pas tout à fait dans la même façon de solder le match. Je pense que ça a été une erreur de ma part. Ensuite, effectivement, ce match de Lyon qui a été samedi, puis dimanche, puis on ne sait pas, puis finalement lundi. Terrible. Donc on va jouer à Lyon, on n'arrive pas à faire un bon match, on rentre pas dans la partie, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas bon. Donc on se fait malmener.
J'aime pas quand mon équipe est malmenée. donc voilà, on rentre. Bon. Derrière, on avait l'occasion de se rattraper contre l'ASM. Puis finalement, l'ASM, on ne le joue pas. On va à Pau. À Pau, on mène 16-3, on est capable de perdre le match. On va à La Rochelle, j'avais présenté ce match comme un derby, etc. Et finalement, il n'y a que moi qui pensais au derby. Donc, on a eu une période là, de ces 3 matchs qui était compliquée. Le mois d'octobre, c'était le mois d'octobre. Voilà. Le mois d'octobre compliqué. Est-ce qu'il y a quand même, il y a quelques questions, hein, bien évidemment, du public. Un match référence sur cette première moitié de saison, est-ce que vous avez déjà un match référence? Et si oui, lequel? Moi, je pense que si on veut prendre vraiment le match référence, à mon sens, il y a eu des bouts de match qui ont été très bons. Mais le match qui me semble être celui le plus accompli, que ce soit sur le plan de l'état d'esprit, sur le plan purement notre rugby, et aussi sur le plan du résultat, c'est celui de Lyon. Je trouve que contre Lyon, on a montré beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère dans la façon d'aborder le match, dans la façon de le jouer, dans la façon de se révolter. Le match de Lyon à Chavannes était un bon match. Il y a un moment important dans la saison. Pardon, il y a un moment important dans ce début de saison aussi. Ouais. C'est la première victoire à l'extérieur à Castres, arrachée en plus sur le gong. En fait, même après la sirène. Celui-ci, il lance vraiment la saison. Il permet d'oublier les matchs et les défaites dont vous aviez parlé avant du mois d'octobre. Non, je pense que ce qui nous permet de basculer, après le match de La Rochelle, c'est les 2 matchs que nous avons à la maison consécutivement, contre Agen et contre Bayonne. Donc contre Agen, on fait, alors après évidemment qu'Agen était en difficulté, mais on fait un très bon match contre Agen offensivement, on met 70 points. Donc ça nous a donné confiance, on a remarqué des essais, parce qu'à La Rochelle on ne marque pas des essais, à Lyon on ne marque pas d'essais. Donc ça nous a permis de remettre des essais, de retrouver de la confiance avec l'enchaînement avec Bayonne. Puis ensuite ce premier match à l'extérieur, à la suite de ça, on a ce premier déplacement à Castres qui lance 3 déplacements. Stade Français et ensuite Montpellier. Et là, on s'était mis dans la pigne de changer. On ne voulait plus avoir l'état d'esprit qu'on avait été capable de montrer à La Rochelle ou à Lyon, où on n'était pas une équipe finalement. On était une somme d'individualité, mais on n'était pas une équipe. Donc quand on sait qu'on travaille beaucoup là-dessus, donc ça nous avait fait du mal. Et c'est vrai que le match à Castres, sans le dominer complètement, je trouve qu'on l'a contrôlé. Christophe Urios, je vous le disais, beaucoup de membres du public et également des supporters de l'UBB ont pu nous envoyer des questions. Alors, la première d'entre elles, elle nous vient de Florent. On a vu cette saison à Pau, récemment à Clermont, que l'UBB peut mener largement au score, mais n'arrive pas, on voit la question, à tuer les matchs comme les grosses équipes du top 14. Est-ce que quelque chose qu'il tente d'inculquer au groupe, vous-même? Ce problème de... après, je trouve que c'est une question... C'est un peu dur comme question, quand même. Ah, c'est Florent. Hein, parce que Florent, il est un peu dur, quand même. Parce qu'après, effectivement, on a été capable de faire une très bonne entame de match. À Clermont, en menant 10-0, on aurait pu mener bien plus que ça, avec un peu de réussite au pied, mais aussi avec un essai où on fait un avant. Donc voilà, après on joue Clermont, qui est une très grosse équipe. C'est un concurrent direct. Ils reviennent dans la partie. Voilà, je connais pas beaucoup d'équipes qui battent entre gros, qui ça se termine avec un 40-0 ou un 40-20. Donc voilà, c'est toujours des matchs, des gros matchs avec beaucoup de tension. On les a encore vus cette semaine avec, par exemple, un Clermont-Lyon. Donc voilà, je trouve qu'on est à la bagarre, quoi. Effectivement, aujourd'hui, dans ce top 14, il nous semble qu'il y a ces 2 équipes qui sont un peu au-dessus, que ce soit Toulouse ou La Rochelle. Après, on est tous à la bagarre. Voilà, on est 6-7 à la bagarre. Alors, une question de Yoann Lesoriès, à présent. Christophe, est-ce que ce dernier bloc de match face à... Il n'y a eu que des concurrents directs, de la manière dont vous en êtes sortis, est-ce que ça vous, par rapport au début de saison, est-ce que ça vous a rassuré dans le fait d'y être dans la bagarre? J'avais pas besoin d'être rassuré, je le dis assez souvent, parce que je connais la qualité de mon groupe, je connais la qualité des joueurs, je sais ce qu'on est capable de faire. Après, il faut le faire. Donc on savait que le mois de janvier était un mois décisif. Alors il a été décisif de façon un peu différente, parce qu'on devait jouer la Coupe d'Europe, puis on ne la joue plus. On s'est retrouvé à jouer l'ASM et le Racing. Donc ça nous a fait enchaîner 5 très gros matchs contre effectivement des concurrents directs. Et effectivement, on s'en est bien sorti. Au-delà de me rassurer, ça m'a rendu fier. Et je crois que ça a rendu fier le club. Et il me semble aussi
qu'à travers les différents messages que je peux lire à droite et à gauche, qu'on a rendu aussi fiers nos supporters bordelais. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Alors les supporters, justement, encore une question de Colette. Pourquoi Yann Lesgourg ne figure plus dans les compositions d'équipe? Alors ça, c'est des questions très précises. On est le public qui suit de près, du bébé. Je vois ça, ouais. Ah ouais. Donc Yann, effectivement, ça fait quelques semaines qu'il n'est pas dans le groupe. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première des choses, j'ai pas de problème avec Yann Lesgourg, hein. Il ne sera pas prêté ou vendu. Donc voilà, j'ai pas de problème avec Yann. Après, effectivement, Yann a été papa il y a 3 semaines. Donc c'est tombé sur un week-end. Je me demande si c'est pas le match de Lyon ou celui de Toulon. Je l'ai plus en tête maintenant. Donc il y a eu ce phénomène sur un match. Dans la foulée, il se fait une petite entorse de la cheville. Pas quelque chose de très grave, mais une entorse de la cheville qu'il a éloignée pendant 15 jours. Donc la semaine dernière, on pensait qu'il allait pouvoir reprendre. Puis finalement, en fin de semaine, il a ressenti une gêne. Et bon, on fait des matchs aujourd'hui, on a besoin d'être à 100%. Donc voilà, Yann, je trouve à l'image de l'équipe, le petit break lui a fait du bien. Et bon, il va repartir. Et puis il ne faut pas oublier non plus, et aussi que quand même ceux qui le remplacent, que ce soit le petit Jules, mais aussi Max, font des matchs de haute volée. Voilà, rassurez-vous, Colette, il n'y a pas de problème entre Christophe Furios pas de problème avec et Yann Lesgourg. Encore une question, cette fois nous vient d'Aurélien, concerne les blessés. Bonjour Christophe Furios, pouvez-vous nous donner des nouvelles de nos blessés du coin, Cordero, Moefana, Lamra, et une date de leur retour, si c'est possible? Alors les premiers retours, à mon avis, ça va se faire... Bon, Rémi, c'est un peu différent, c'est vraiment un problème, c'est une lésion musculaire, donc il faut être toujours très prudent. C'est celui qui me semble être le plus près. Maintenant, on ne prendra pas de risque parce que Rémi, on avait un peu brusqué les choses et on a vu qu'au Racing, c'est pas passé. Donc il faut qu'on soit prudent. À mon avis, concernant Yoram, concernant Santi, ce sont les joueurs qui vont rentrer le plus vite avec Rémi et ça sera probablement sur la reprise de Pau. Allez, le temps passe vite, mais nous avons encore une demi-heure avec Christophe Furios pour cette émission spéciale Top Rugby, avec encore et toujours, bien sûr, des questions du public, parce que c'est une émission qui permet justement à l'UBB et à Christophe Furios de rester en contact avec ce public. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez choisi TV7 et Sud-Ouest pour cette raison. Donc, restez en contact avec le public, c'est important. Parlons maintenant de la suite des événements avec une question de Mathieu Dalzo. Oui, une question simple déjà. Est-ce que l'Union Bordeaux-Bègles, cette saison, a le potentiel pour aller chercher un titre? On l'a dit, il y a Toulouse et La Rochelle qui se détachent un peu, mais est-ce que sur une dernière ligne droite, vous sentez votre groupe capable d'y aller? Je ne parlerai pas de titre aujourd'hui parce que c'est tellement difficile, et puis il y a des étapes avant de parler de titre. La première étape, c'est arriver à se qualifier. Je rappelle juste que l'Union Bordeaux-Bègles s'est jamais qualifiée. Donc ne brûlons pas les étapes dans une année aussi compliquée. Alors effectivement, l'année dernière, je pense qu'on se serait qualifié si le champion ne s'était pas arrêté. Cette année, on est à la bagarre. Donc le top 14, c'est comme ça, c'est toujours 7, 8, 9 équipes qui se battent pour se qualifier. Ça se décante souvent à la fin. Ça se décante souvent à 1 ou 2 points. Donc restons calmes, gardons le cap. On aura des moments encore difficiles, même si on vient de sortir un mois de janvier incroyable avec 19 points sur 25, 2 victoires à l'extérieur chez des gros ou des concurrents. Donc restons calmes. Voilà, il faut continuer à travailler, ne pas se fixer des ambitions trop élevées parce que c'est pas la vérité du jour. La vérité du jour, c'est rentrer dans le top 6. Et quand on sera dans le top 6, un autre championnat démarrera. Et là, on sera à la bagarre pour aller chercher autre chose. L'Union Bordeaux-Bègles 6e, et pour la suite de la saison, c'est 6 réceptions, notamment Pau, Montpellier et Castres, équipe plutôt du bas de tableau. 4 déplacements à Agen et Bayonne notamment. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en ballottage favorable pour la qualif? Même si vous êtes prudent, j'imagine, mais... Restons. Ce qui est important, c'est de rester concentré sur nos semaines d'entraînement. Il faut que chaque semaine d'entraînement nous permette de progresser. Il faut que chaque match nous permette de progresser. On aura des périodes difficiles. Alors effectivement, à la lecture sèche comme ça du calendrier, on peut se dire que voilà, c'est abordable, évidemment. Mais les autres aussi ils disent la même chose. Donc il faut rester concentré. On a encore 2 très gros matchs à la maison. On reçoit le Stade Français qui sera un match très dur. Très dur. Ensuite, on recevra le fameux derby contre La Rochelle. Puis ensuite, on recevra, évidemment, on a aussi le match de Toulouse, le dernier match. Donc, il y a
Il y a tellement de pièges encore jusqu'à la fin de ce. Restons surtout très concentrés. Ce que je veux, c'est qu'on arrive à bien travailler, que nos semaines soient dictées par l'envie de progresser, individuellement, collectivement. C'est ça qui me paraît être important. Une question de Yoann Les Oriès. Christophe, est-ce que la période il peut y avoir le plus de crainte et de risque, est-ce que c'est celle du tournoi des 6 nations en l'absence de Mathieu Gélibert? Ouais, effectivement, Mathieu a fait un début de saison incroyable avec nous. C'est un élément évidemment très très dangereux de par son jeu individuellement, mais aussi de par l'organisation de notre jeu. Après, voilà, on est comme. Il y a d'autres équipes qui sont dans le même lot que nous. Voilà, aujourd'hui, on a fait le choix de. Voilà, il y a Ben qui a repris le flambeau. Il a fait un match correct à Clermont. Il a besoin de jouer, Ben. C'est un garçon qui a besoin de jouer, il va enchaîner les matchs. Aujourd'hui, c'est notre 10 titulaire. Donc il va enchaîner les matchs et puis après on verra comment ça va se passer. Mais franchement, effectivement, comment ne pas penser que Mathieu ne va pas nous manquer? Évidemment qu'il nous manque. Évidemment, mais comme probablement Dupont à Toulouse ou d'autres ailleurs. Donc et tu le sais, je ne m'occupe pas de ceux qui ne sont pas là. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions justement du public. Nous allons continuer avec une question de Cédric. Comment aborder la période février-mars où il y a peu de matchs? Y aura-t-il une préparation physique dans la perspective de fin de saison comme effectué l'an dernier avant l'arrêt de la compétition? Question précise. Effectivement, donc on vient de passer 6 mois où on a joué quasiment tout le temps, où on était à la machine à laver, et là on a une période février-mars où on a peu de matchs puisqu'on en a 4. Donc effectivement, on a ces 2 premiers matchs qui sont essentiels où on reçoit le Stade Français, on va à Brive, ensuite on a un break. Donc là on va donner 2 jours off aux joueurs et ensuite on se remettra en charge le mercredi pour préparer le match de Pau. Donc on aura 10 jours pour bien préparer le match de Pau. Ensuite on a 15 jours. Sans match, là on va laisser 10 jours de repos aux joueurs, on se remettra en charge avant le fameux match contre La Rochelle, et puis après pour le coup ça va enchaîner. C'est pas un peu compliqué justement quand il y a comme ça une semaine, 10 jours C'est pas compliqué, ça fait partie de notre championnat, c'est pas compliqué, il faut juste bien l'anticiper, bien le préparer. On a fait un point tout à l'heure avec les leaders aussi, on en a parlé. On essaye d'optimiser au mieux ces périodes où il n'y a pas de match, où on doit travailler sur le groupe, on doit travailler physiquement, on doit continuer à faire évoluer notre jeu. Donc voilà, il y a tout ça qui est mis en place en sachant, encore une fois, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des animations en ville, on ne peut pas aller manger au resto, on ne peut pas... Donc ça reste restreint. Mais encore une fois, il y a pire. On se projette sur la fin de saison de l'Union Bordeaux-Bègles en top 14, mais il ne faut pas oublier la Coupe d'Europe aussi. Vous avez des nouvelles d'ailleurs de la formule, des dates, parce que pour l'instant c'est un peu le flou. On l'oublie pas, hein. On l'oublie pas, elle fait partie de notre saison. Voilà, après, les dernières informations que j'avais, c'est que... Alors après, c'est évidemment, prendre avec des pincettes, hein, parce que... il semblerait qu'on parte, au lieu d'avoir une quart de finale qui joue sur 2 matchs, on partirait sur un 8e de finale. C'est-à-dire que des 2 poules, la poule A et la poule B, les 8 premiers seraient qualifiés. Donc on partirait sur un 8e de finale et un quart de finale, et ensuite ça ne changerait pas, quoi. Une bonne formule, c'est une bonne chose, une bonne formule. L'Union Bordeaux-Bègles serait qualifiée, donc évidemment. Ouais, exactement. Donc là aujourd'hui, pour nous, on est qualifié, quoi. Voilà. Donc par contre, on aurait voulu sortir en quart de finale parce qu'on était invaincu en Coupe d'Europe. Donc mais bon, ça fait partie. Si on sort en 8e, si on rentre en 8e, on le prendra avec beaucoup de plaisir et d'envie. Allez, encore une question. Cette fois, elle vient de Kevin. Et cette question concerne le jeune Jules Gimbert. Il a effectué une très bonne rentrée, nous dit Kevin, contre Clermont. Il a prouvé qu'il était capable de très bien diriger ses avants et est doté a priori d'un certain leadership. Le verra-t-on plus longtemps à terme? Effectivement, c'est une très bonne, encore une fois, je vois que nos supporters sont des connaisseurs. Des connaisseurs, et ça, c'est plutôt bien. Donc effectivement, Jules a fait une rentrée convaincante, mais comme assez souvent d'ailleurs, à Clermont. Il a été capable dans ces derniers ballons d'être décisif, notamment dans le commandement des avants, mais aussi dans la transmission avec Max, pardon. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après,
Voilà, il fait partie des rotations. L'année dernière, il ne rentrait pas dans les rotations. Je trouvais qu'il était un peu décalé. C'était vraiment notre troisième demi de mêlée. Aujourd'hui, Max semble prendre un peu le leadership du poste. Ensuite, il y a la bagarre. Il est à la bagarre. Donc, c'est un gamin qui a complètement changé. Je le trouve très engagé. Il a envie de progresser. J'aime son état d'esprit. Allez, une question de Johan Lesorias à présent, avant de passer à une question de monsieur et madame Goss. C'était pour poursuivre, oui, sur le cas de Jules Gimbert. Il est en fin de contrat à la fin de la saison, donc est-ce qu'il est en train de gagner des points pour une prolongation? Et effectivement, il est en fin de contrat. Après, comme tous les jours en fin de contrat, il sait de quoi son avenir sera fait. Donc on est en train de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Probablement, il y aura une prolongation. Allez, question donc de monsieur et madame Gauss. Vous allez voir encore une fois que le public et les supporters de l'UBB suivent vraiment de près ce qui se passe sur le terrain. Pourrait-on voir un jour Bedlam au centre de l'attaque de l'UBB avec un tel physique, il pourrait franchir la ligne de la défense adverse, nous dit-on. Ouais, effectivement. C'est marrant cette question parce qu'on se la pose régulièrement. Y compris en conférence de presse, régulièrement. Voilà, en conférence de presse. Mais c'est marrant parce que pourquoi pas, même si je pense que son vrai poste, ça reste sur un poste d'ailier. Il a besoin d'espace. C'est un joueur qui aime déborder, qui aime avoir de l'espace. Alors, il suffit pas d'être grand et costaud pour faire un bon centre, parce que sinon, il faudrait jouer Ben Tameifuna. Mais on aurait peut-être d'autres problèmes. Donc voilà, donc je trouve que l'équilibre aujourd'hui du milieu de terrain est plutôt bon. Je trouve que Pablo Huberti est à un niveau incroyable. Je trouve que Pierre Mignon a fait un très bon match. Je trouve que JB amène son expérience. Donc voilà, en attendant que Rémi rentre, que Yoram rentre, que UJ rentre. Et je trouve que l'équilibre de l'équipe, il est assez bien trouvé. Avec Ben qui est un peu une espèce d'électron libre et où justement sa puissance et sa force et notamment sa capacité à jouer debout comme il a été capable de le faire, je pense au Racing, est intéressante, quoi. Son intégration se passe bien parce que Laurent Marty ici même nous disait, même vous nous aviez dit, il est assez timide, assez introverti finalement. Petit à petit ça se fait quand même, ça va. C'est fini. Alors c'est pas... C'est pas le premier à se mettre debout sur les tables. Voilà, je le sens pas arriver avec un nez rouge et une perruque blonde quand même. Hein. Mais bon, il est comme ça. Après, il y a des garçons qui sont comme ça. C'est pas un timide, c'est un introverti. Aujourd'hui, il est très bien. Et forcément, ça se voit sur le terrain. Donc aujourd'hui, l'équipe a appris à jouer avec lui. Lui, il a appris à jouer avec l'équipe. Voilà, il est extrêmement bien dans cette équipe. Et je trouve qu'il donne... Sur les derniers matchs, quand même, notamment on parlait du mois de janvier. Sur le mois de janvier, il a été décisif, Ben. Hein. Il a été décisif, il y a assez peu de mauvais choix. Franchement, il a été... si au départ, on ne savait pas trop comment il allait pouvoir arriver à s'intégrer, sur le mois de janvier, il a montré que c'était un grand joueur. Allez, dans quelques instants, vous allez avoir droit à une série de questions sur le recrutement, forcément. Encore une fois, oui, le public, les supporters de l'Union, vous faites la grimace. Christophe Furios, on verra tout à l'heure. Une question d'Aurélien concernant les jeunes. Nous avons pu constater, nous dit-il, que notre équipe s'appuie sur de nombreux jeunes talentueux. Certains se révèlent cette année, Mouefadin, Huberti, Gimbert, Huleux, Lamotte. Y a-t-il d'autres jeunes joueurs espoirs venant du centre de formation actuellement qui peuvent espérer intégrer régulièrement le groupe pro? Oui, effectivement, c'est une bonne remarque. On a beaucoup de jeunes qui arrivent de notre centre de formation. Donc on a une formation à Bordeaux qui est performante quand même. Ça fait partie des points forts de ce club, de bien travailler sur la formation et ensuite de les intégrer. Donc les joueurs qu'on a cités là, ils ne sont pas tous issus de la formation, mais il y en a quand même pas mal. Donc j'ai l'habitude d'utiliser entre 6 et 7 joueurs en permanence, des jeunes du centre de formation qui sont avec nous. Donc là, on a quelques gamins qui sont pas très loin. Hein. Je pense à JB Lachaise ou Matteo Garcia qui ont fait l'équipe de France dernièrement. Je pense à Yann Kidwanga. On a des jeunes qui arrivent en permanence. On a ces 5-6 jeunes qui s'entraînent avec nous, qui sont en couveuse en fait. Hein. Après, il y a les opportunités qui font qu'ils apprennent ou pas. Mais je trouve qu'on a un plan d'acquisition qui est très clair. Et c'est pas donné à tous les clubs. Hein. Et c'est une grande force de l'UBB depuis très longtemps maintenant.
Un mot peut-être sur vous, ancien talonneur, sur Maxime Lamotte, qui était prêté à Bayonne, qui revient et qui petit à petit est en train quand même de sortir des gros matchs, qui est performant de semaine en semaine. Franchement, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite parce que Max, je ne le connaissais pas quand on l'a prêté. Moi, je l'ai vu faire quelques matchs avec les pros, pas beaucoup. Je l'avais surtout vu jouer avec les jeunes, avec les espoirs. Donc c'est un gamin qui me semblait être très intéressant offensivement, un joueur de rupture capable de franchir, de porter les ballons, plutôt bon sur le lancer en touche. Je ne savais pas trop en mêler, et mon point d'interrogation, c'était le combat, en fait. Bon gratteur, et franchement, il est arrivé doucement, en venant de Bayonne. Il a eu un peu de... Il a eu du mal à prendre ses marques, que ce soit à travers le groupe, mais aussi, et surtout, évidemment, à travers le staff. Donc voilà, donc petit à petit, il est en train de prendre ses marques. Aujourd'hui, il fait une saison incroyable, non seulement dans ce qui fait sa force, touche, porter les ballons, mais aussi et surtout, il a beaucoup progressé en mêlée, et je le trouve très fort dans le combat. C'est quelqu'un qui défend très très dur. Donc, et ça pour moi, c'est une... je vais pas dire une surprise, évidemment, mais je l'attendais là-dessus, et je trouve qu'il est en train de donner beaucoup de garanties à l'équipe, et de là, évidemment, son leadership est en train de prendre un peu d'épaisseur. Il a besoin de s'affirmer. Max, c'est un jeune mec, il a besoin de s'affirmer. Et à ce poste, on a besoin d'avoir des mecs forts. Il est en train de le devenir. Allez, c'est parti pour les questions recrutement avec Christophe Furios. La première, attention, la première nous vient de Christian. Pourquoi laisser partir Scone Higginbotham sous d'autres cieux pour faire venir Louis Picamol, plus âgé, et 1 an de contrat seulement? Qu'en est-il de la rumeur sur la venue d'autres joueurs, notamment international irlandais en Gironde? Donc, alors effectivement, donc on est en train évidemment de travailler sur le recrutement. Ce qu'on peut dire, est-ce que le recrutement ne sera pas... On n'a pas un gros recrutement à faire. On n'a pas un gros recrutement à faire parce qu'on a consolidé nos joueurs. Beaucoup de joueurs sont sous contrat, qui ont été reconduits très, très tôt et très vite. Donc après, évidemment qu'il y a des... Voilà, il y a du renouvellement qui est en place. Il faut savoir quand même qu'on est... et c'est pas toujours facile. On a une contrainte qui est importante. Je ne sais pas si c'est une contrainte, en tout cas c'est une règle, notamment celle des GIF, qui est importante. L'année prochaine, les joueurs GIF doivent être en 17 sur la feuille de match. Alors les GIF, c'est les jeunes issus de la formation française. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les étrangers, c'est pas évident. L'année prochaine, on aura droit juste à 6 joueurs, donc on a vite fait le tour. Donc évidemment que la première base de notre recrutement, c'est arriver à rétablir un peu cette situation, faire en sorte d'avoir un recrutement qui est plutôt GIF. Donc voilà, donc en sachant qu'aujourd'hui, on en a 16 joueurs GIF, et on a du mal, on est limite. L'année prochaine, avec un joueur de plus, il faut qu'on soit capable de recruter GIF. Alors après, la question très précise entre Scott et Louis. Scott n'est pas encore parti de l'UBB et Louis n'est pas encore à l'UBB. N'empêche que la 3e ligne, ça peut être le chantier prioritaire, clairement. Oui, la 3e ligne, il va y avoir pas mal de changements. C'est le seul poste où il va y avoir beaucoup de changements. C'est marrant parce que c'est le seul poste l'année dernière où il n'y a pas eu de changement. Voilà, donc il va y avoir un peu de nouveauté. Allez, continuons dans les questions recrutement. Une question de Christian. On fait revenir des Aubiès pour 2 mois pendant que Jalibert est en équipe de France, mais reviendra-t-il définitivement pour l'année prochaine ou cherche-t-on un autre 10? C'est une bonne question également, comme toutes d'ailleurs. On sent qu'ils sont attentifs et pointus. Ils ont envie de parler. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est ça la passion. C'est ça la passion. Et elle nous manque, nous. Donc Simon, effectivement, et j'ai remercié encore, d'abord Simon, mais surtout les gens de Mont-de-Marsan, parce que franchement, je les ai appelés. Quand je les ai appelés, je me sentais un peu merdeux, parce que... C'est pas très bien, le stade Montois, en plus. Oui. Ouais, voilà, ça se passe très bien avec eux. Ils ont une situation qui n'est pas simple. Donc, mais en même temps, c'est un prêt. Et on avait besoin de le récupérer, parce que sur le poste de 10, notamment, on se retrouve avec Ben et le petit Mathéo, qui est encore un peu jeune et un peu tendre. Donc on va le voir sur 2 mois. Il vient 2 mois, donc le temps du tournoi, et on verra. Donc il est sur une position de 10 et non pas de centre.
ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas centre, mais nous on le prend en tant que sur une position de 10. On verra comment il progresse là-dessus. En sachant que par rapport à la reconduction ou le retour l'année prochaine, on verra comment ça se passe. Si je sens que Simon a besoin de faire un an de plus pour réintégrer définitivement le projet de l'UBB, il fera un an de plus en prêt. C'est la même démarche que j'ai fait avec Pablo. Quand je suis arrivé avec Pablo, on l'avait prêté. Puis ensuite, on a décidé de le reprêter un an de plus. C'était pas facile à entendre, mais on a décidé de le faire. Et aujourd'hui, Pablo, il fait partie vraiment des très très belles surprises de notre championnat. Une question de Johan Lesoriès. Oui, c'était pour continuer sur ce poste de 10. Une offre aurait été faite à François. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est en bonne voie? La balle est dans son camp, apparemment. Je fais partie des choix qu'on peut imaginer, des options qu'on trouve plutôt intéressantes. Je trouve que François, c'est un type remarquable, qui a beaucoup d'expérience, qui ferait vraiment le trait d'union entre Mathieu, parce qu'il va l'aider forcément à progresser si ça venait à être vérifié, et la préparation également du petit Mathéo. Donc, mais de la même façon que Louis n'est pas à l'UBB, François n'est pas à l'UBB. Allez, encore une... Mais c'était vérifié, il a bien reçu une offre. Allez, encore une question de Kevin sur Teddy Thomas. Teddy Thomas ne sera plus lié avec le Racing à la fin de la saison. Est-ce qu'avec nos ailiers actuels, BB a l'intention de se pencher sur son dossier? Non. Non, parce que c'est clair. Non, parce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je dis pas que c'est attention. On connaît les qualités de Teddy Thomas. C'est pas un poste où on a besoin de recruter. Voilà, on a Santi, on a Ben, on a Kiki qui va revenir. On a le petit Nathanaël Lule. On a la possibilité de faire jouer Romain. Donc c'est pas des postes où on a besoin de. On a des joueurs qui sont des bons joueurs, qui sont chez nous et décisifs. Allez, le chantier, la troisième ligne, est un chantier pour moi. Alors, Cédric, dernière question sur le recrutement. C'est la dernière. Départ d'El Fakir, retraite de Del Boubès, un pilier gauche est-il recherché ou bien une promotion interne est-elle envisageable, sachant que Kolashvili et Tabidze peuvent y jouer? Effectivement, donc Zaki est prêté sur la fin de saison. Lolo l'année prochaine n'est pas conservé à l'UBB. Alors après, retraite, je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, donc là aujourd'hui les pistes c'est de promouvoir un gamin de chez nous. Donc on a plusieurs choix et options. Donc voilà, donc l'idée c'est pas de recruter un pilier gauche. On a effectivement Lexo qui peut y jouer. On a aussi Ben Tamifuna qui peut y jouer. On l'a vu le week-end dernier. Donc l'idée c'est de promouvoir un des jeunes chez nous, en sachant qu'on a dans le groupe Espoir une première ligne à fort tonnage. On a des joueurs à gros potentiel, donc on va les intégrer. Allez, on tire le rideau sur le recrutement. Il faudra lire Sud-Ouest et Johan Lesoriès, qui a peut-être les bonnes infos. On aimerait terminer cette émission, Christophe, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous pendant quasiment plus d'une heure. Pour un peu mieux vous connaître, déjà, vous allez presque arriver à mi-contrat, mi-parcours de votre contrat, 4 ans. Ça va bientôt faire 2 ans. Est-ce que ça correspond aujourd'hui, ce que vous vivez ici à l'Union Bordeaux-Bègles, à ce que vous attendiez? Oui, je suis complètement en phase avec ce que j'attendais. La solidité d'un club, les structures d'un club, le professionnalisme d'un club. Je suis à ce niveau-là, je suis complètement en accord avec ce que j'avais imaginé et puis surtout ce qu'on m'avait dit. Donc là, franchement, c'est bien. Après, sur l'état d'esprit du groupe, c'est pareil. Je trouve un groupe qui c'est un groupe qui a besoin d'évoluer encore, qui a besoin de se durcir sur toute une durée. On sent qu'il y a du talent, évidemment, mais une saison de top 14, ça se joue pas que sur le talent. C'est la rudesse, c'est enchaîner, c'est se battre tout le temps, se battre chaque semaine pour progresser. C'est tout ça qui fait qu'à la fin, on est dans le top 6. Et quand on est dans le top 6, on se rapproche de l'objectif ultime. Donc là, on a encore du travail à faire. On a du chemin, on est en train de le faire ensemble avec les joueurs et le staff, parce que le staff, c'est pareil. Donc voilà, ce groupe et ce staff n'avaient pas encore
connu une qualification. On est en train de travailler dessus. On est dans le bon chemin. Je trouve qu'on progresse tous. Moi y compris évidemment, et le groupe. Donc, et j'en ai pour preuve ces 2 derniers matchs qu'on vient de faire à l'extérieur, dans un enchaînement qui était incroyable. On a montré beaucoup de caractère, et ça me satisfait, ça me rend fier encore une fois. Après, encore une fois, le championnat va se jouer maintenant. On va rentrer dans la deuxième partie du championnat, et c'est maintenant où c'est le plus excitant. D'où l'intérêt de bien réussir le match du Stade Français notamment. Et puis on va rester un peu sur vous aussi, Christophe, hein, parce qu'on parle beaucoup du groupe, du club, mais on veut savoir un petit peu aussi, vous connaître un peu mieux. Quand on est manager, il reste 2 ans de contrat, est-ce qu'on pense déjà à la suite ou pas du tout? Ou est-ce qu'on se dit, bah tiens, pourquoi pas? Ou est-ce qu'on est attentif ou pas du tout? C'est particulier quand même, hein, cette période. Hein. On a vécu une première année qui n'était pas une première année, puisque la saison a été tronquée. Là, on vit un truc... franchement, aujourd'hui, je suis à fond dans l'idée d'être le meilleur possible pour mes joueurs et pour mon staff. Je ne me pose pas la question, c'est encore beaucoup trop tôt. J'ai encore 2 ans de contrat. Il peut s'en passer tellement de choses en 2 ans. Donc... voilà, je suis bien dans mon environnement, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel. Ma famille est très très bien à Bordeaux. Il sera temps de se poser la question dans 1 an ou un peu plus, quoi. La question professionnelle autre que le rugby, Johan Lesoria, c'est une question pour vous concernant le vin. Oui, Christophe, vous avez acheté une propriété viticole dans le Minervois cet été. Vous avez d'ailleurs eu la gentillesse de recevoir Sud-Ouest pour un reportage. Comment vous organisez-vous au quotidien pour mener ces 2 projets, le vin et l'UBB? Ouais, c'est pas simple, évidemment, mais bon, c'est toujours une question d'abord de motivation. Personne m'a obligé à le faire. Et c'est ensuite une seconde organisation, quoi. Donc voilà, j'arrive à être... D'abord, j'ai une équipe qui travaille autour de moi, je ne suis pas en prise directe, évidemment. Donc j'arrive à m'organiser. C'est pas toujours simple. Des fois, ça se télescope, mais bon, pour le moment, j'ai pas de problème particulier pour ça. C'est pas pire que quand tu es dans un club et que l'année d'après, tu vas dans un autre club et que tu travailles sur les 2 projets. Donc là, le vin, pour moi, c'est une véritable passion avant d'être un business. J'adore le vin, j'adore travailler le vin, j'adore m'investir dedans. Et là, pendant la semaine, par exemple, de vacances, j'étais à Pépusque pendant 3 jours et ça me fait du bien, quoi. Voilà, donc mais pour répondre à ta question plus précisément, c'est une grande organisation. Oui, il faut être clair, un château Pépusque, c'est votre propriété. Ah oui, Johan. Excusez-moi, oui, est-ce que c'est une sorte de respiration aussi dont vous avez eu besoin à ce moment-là dans votre carrière et que vous n'avez pas eu forcément besoin avant? Ouais, respiration, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est l'envie de préparer ma deuxième partie de ma vie, quoi. En tout cas, voilà, Tony aussi qui nous avait posé une question, savoir comment se procurer les vins du château c'est pas votre château, mais du domaine en tout cas sur lequel vous êtes propriétaire. Donc on peut trouver le château Pépusque, c'est ça, on peut trouver dans le commerce. Bon, en cherchant bien, je pense que... On avait une dernière question, Christophe, parce que chaque semaine on reçoit les présidents de clubs de top 14 et de Pro D2 de la région. On leur pose un peu la question sur l'avenir du rugby français, la formule. Ça serait bien aussi d'avoir votre avis en tant que technicien. Top 14, top 12, top 16. On entend un peu tout, championnat du monde des clubs, des provinces sud-africaines qui pourraient venir jouer la Coupe d'Europe. C'est un peu brouillon, tout ça. Vous, déjà, sur la formule du championnat, top 14, on reste à 14 ou à 16, moi, je trouve que le top 14 est bien. Je trouve que le top 14 est bien. Pas de top 12, en tout cas. Non, parce que pourquoi non? Parce que je suis passé par la Pro D2, je suis passé par ces clubs qui travaillent dur pour avoir une ambition de monter en top 14. Il faut qu'on soit capable, nous, en France et en top 14, d'avoir cette possibilité. On peut pas empêcher les clubs qui se structurent, qui investissent, qui travaillent dur, tant sur la formation que sur le projet sportif, mais aussi sur un projet social de ville. On peut pas les empêcher de jouer une montée, de participer au top 14. C'est pas possible. En top 12, c'est plus compliqué, hein, plus compliqué. Donc je trouve que la formule du top 14 me paraît être assez bien équilibrée. Top 16, je crois que c'est pas...
je trouve qu'on s'éloignerait du haut niveau, à mon avis. Renforcer la Pro D2 peut-être aussi, ou une meilleure visibilité, parce que c'est aussi, on l'avait dit, on prête des joueurs là-bas et ils se font les dents avant de revenir en top 14. Je trouve que la Formule top 14 aujourd'hui est plutôt bien adaptée, quoi. Nous allons terminer cette émission, comme nous l'avons commencé, par quelques mots sur l'équipe de France. Si j'ai bien compris, Yoann Les Oriès, vous avez une petite chose à demander à Christophe Furios à ce sujet, semble-t-il. Oui, Christophe, avant votre arrivée à l'UBB, votre nom était revenu avec insistance pour prendre la succession de Jacques Brunel. Le rendez-vous avait été manqué. Connaissant votre tempérament et votre goût de la compétition, est-ce que diriger l'équipe de France, n'est-ce pas le prochain défi d'ici la fin de votre carrière d'entraîneur? Tu sais, on imagine bien que ça vous trotte dans la tête. Tu sais, il y a quelque temps, on m'a envoyé du côté de Montpellier. Il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois que le président Marty avait parfaitement répondu. Je me suis déjà exprimé sur le sujet en son temps. Pour moi, l'équipe de France, c'est le Graal. Et tu ne peux pas décider, toi, que ton ambition... C'est ma façon de penser, hein, que toi, ton ambition, c'est d'entraîner l'équipe de France. Je ne le sens pas comme ça. Ce serait un manque d'humilité fort. Je crois que ça appartient à un président. Il y a un président de fédération, il a son staff. À un moment donné, il décide de mettre les choses en place. Il construit un staff qui va correspondre à ce que le président veut mettre en place. Je trouve ce qui se fait très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, la grande réussite du staff de Galtier, c'est quand même d'avoir apporté ce cadre. Moi, je trouve qu'il y a un cadre aujourd'hui, que peut-être était un peu moins prononcé par le passé. Donc voilà, de dire aujourd'hui que ma préoccupation, c'est, ou en tout cas mon rêve absolu, c'est d'entraîner l'équipe de France, non. Mon rêve absolu, c'était d'acheter un domaine viticole. Ça, c'est fait. Prochain défi. Le Brennus à Bordeaux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Christophe Furios d'avoir partagé cette heure avec nous. On l'a bien compris, hein, le public vous manque. Eh bien écoutez, ouais. Mais c'est vrai, fois... c'est pas de l'enfumage, hein, je parle comme ça. Et d'ailleurs, la prochaine fois que vous avez besoin de vous adresser au public, vous n'hésitez pas, vous revenez. Quand vous voulez, vous tapez à la porte, il n'y a pas de problème, on sera toujours là pour vous accueillir. En tout cas, merci d'avoir choisi TV7 et Sud-Ouest pour ça. Merci également à Yoann Les Oriès de nous avoir permis de poser ces quelques questions à Christophe Furios. Et puis, l'UBB, nous, sur TV7, c'est toutes les semaines. On garde contact avec l'UBB grâce à Mathieu Lalzovo et Top Rugby. J'espère que cette heure passée avec Christophe Furios vous a permis de retrouver un petit peu le contact qui nous manque tant avec ce club. Merci, bonne soirée.